Ne vous inquiétez surtout pas, mais je frôle actuellement le burn-out. Oui, la pression est excessive, je ne le cache pas. 3 fois par semaine, le lundi, mercredi et vendredi, il m'incombe de verbiller avec la plus délicate intention, car il s'agit de vous accueillir avec énergie et le côté joyeux qui, lui, doit être à son paroxysme. Surtout depuis que nous sommes diffusés sur YouTube, quelle hécatombe, que de ne pas pouvoir prononcer certains mots afin d'éviter la censure, un exercice qui nous est propre. Déroulons donc le tapis rouge pour vous souhaiter la bienvenue. Oui, vous êtes ici comme sur du velours, la France libre, d'arbres blancs et colombes, ou autrement dit, paix et liberté. La France libre, ça commence tout de suite avec Bruno, avec Philippe, avec Christiane et vous-même également. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue. Alors bonsoir Bonsoir. à tous, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors tu parlais des colombes à l'instant, on va parler un peu des faucons parce qu'il se passe des choses, comme vous le savez tous, du côté du Moyen-Orient entre Israël et la bande de Gaza. Donc c'est terrible ce qui arrive là-bas, il y a des morts. Et tout le monde est plus ou moins sommé de se positionner alors pour, contre, pour un tel, contre un tel. Ça rappelle un peu le contexte qu'on a vécu en France au début du XXe siècle avec l'affaire Dreyfus, quoi. C'est aussi clivant que ça, quoi. Et là, à quoi a-t-on assisté sur LCI, une chaîne de télé, à une interview tout à fait surprise de Ronnie Broman, que nous connaissons pour être l'ancien directeur de Médecins sans frontières, et que nous connaissons également pour être d'une part juif, et pas israélien, je ne suis pas sûr, mais en tout cas son papa était sioniste, ça il y a aucun doute là-dessus, il s'en cache pas. Et donc il dit quoi ce monsieur, interviewé par monsieur Pujadas, le journaliste? Il dit tout simplement des choses auxquelles on s'attend pas du tout. C'est-à-dire, il dit mais attendez, mais tout vient d'Israël. Israël est à l'origine de tous les maux, de ce qui se passe sur Gaza, etc., etc. Donc il prend le contre-pied total de la doxa qui nous dit toute la journée à la télé que c'est les pauvres Israéliens se sont fait massacrer, ce qui est vrai. Hein, il y a aucun doute là-dessus. Il y a des Israéliens qui se sont fait massacrer. Et que tout ça constitue évidemment un acte de terrorisme injustifiable et qui, en tout cas, qui justifie justement l'entrée de Israël dans une logique de bombardement à outrance et qui fait que maintenant, sous les tapis de bombes, la ville de Gaza est en train de devenir un désert, quoi. Voilà. Et donc, monsieur Broman prend le contre-pied de tout ça. Alors, on voit très bien, de façon un peu amusante, si on peut parler d'amusant, que monsieur Pujadas tombe des nues, qui s'attendait pas du tout à avoir ce type de position de la part de monsieur Broman. Voilà, d'autres également essayent de contrer, mais non, monsieur Broman, il dit mais vous plaisantez, etc. C'est pas possible. Quand on voit les ruines, bon, il explique les choses à sa façon, cet homme. Alors voilà, ce que je voulais simplement signaler, c'est qu'il peut y avoir, même sur un plateau de télévision comme LCI, des gens qui disent pas tout le temps la même chose au sujet de ces événements. Et à ce propos-là, donc nous, au sein du CNTFCH, on essaye d'avoir une position, comme tout le monde, hein, nous sommes, comme tout le monde, de positionner. Alors, on a une réponse très claire, qui est la suivante. Le CNTFCH dénonce et condamne tous les terrorismes et rappelle que sa mission s'appuie sur le droit et la non-violence. Voilà, qu'on se le dise, c'est ce que le CNTFCH a à dire sur ce sujet, et nous n'en dirons ni plus ni moins. Voilà, je passe. Juste une petite question, Philippe, ce monsieur dont tu parles est sioniste et il a un tel discours? Oui, son papa était sioniste, pas lui. Hein. D'accord, d'accord. Bon, il y a quand même une filiation. Voilà. Oui. Voilà. Alors, Philippe, merci pour ces précisions qu'on partage tous. Alors, tout à l'heure, tu parlais des faucons. Moi, je vais prendre la boutade de Coluche. On a beaucoup de faucons, mais qui sont entourés par des vrais cons. Alors, bon, à part ça, je vais vous parler de quelque chose qui a un rapport avec le sujet de ce soir, ce qui va introduire un peu le sujet de ce soir. Il y a 6 ans, j'ai assisté à la tentative d'indépendance de la Catalogne espagnole, où des députés catalans, contrairement à ce qu'exigeait le pouvoir central de Madrid, ont voté l'indépendance de la Catalogne et la République. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, ces gens-là, malheureusement, ont été mis en prison. Et puis surtout, ce qu'on a constaté, c'est que toute une série d'industries, et notamment de banques, ont décidé de quitter la Catalogne. C'était pratiquement la débandade. Et puis finalement, là, depuis, les choses sont rentrées, soi-disant, dans l'ordre. Mais souvent, quand je parle avec des Catalans qui sont pour l'indépendance, le problème, c'est qu'ils sont pour l'indépendance, mais à l'intérieur de l'Europe. À partir du moment où on est pour l'indépendance, mais à l'intérieur de l'Europe, on fait le jeu du nouvel ordre mondial qui cherche à diviser les pays.
S'ils avaient voté et s'ils avaient eu la force d'être indépendants, mais sans être dans l'Europe, c'est-à-dire en sortant de l'Europe et en créant véritablement une entité réellement souveraine et indépendante, là, on pouvait parler d'autre chose. Mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est important de comprendre que quand on veut une certaine forme d'indépendance, quand on veut se libérer et avoir sa souveraineté, mais ça suffit pas de le vouloir, parce qu'une fois qu'on l'obtient, eh bien, il faut savoir s'organiser pour ne pas se retrouver dans un chaos total. Donc, il faut un programme, il faut une structure. Chose que nous avons, nous, au Conseil national de transition français, Canal Historique. Tu as parlé tout à l'heure d'une boutade de Coluche, alors je vais en rajouter une avec Brassens, hein, le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on l'est, on l'est. Qu'on soit petit, qu'on soit grand-père, quand on l'est, on l'est. Exactement. Bon, on peut se rassurer, ou se faire plaisir ou sourire avec des boutades. Mais effectivement, il y a des choses qui se passent. Alors, est-ce que tu as, avant qu'on entame le sujet de ce soir, qui est un lien direct avec ce que vient de nous dire Bruno, déjà premièrement, est-ce que Christiane veut nous dire quelque chose? Quand même pas la chanter, Christiane. C'est gentil, mais non, là, j'ai rien de particulier Rien pour de l'instant. particulier. Alors, Merci. n'hésite pas à lever la main. Et est-ce que, entre-temps, donc, Sylvain, tu as des images à nous montrer, quelque chose? Absolument. L'actualité en images et nous allons parler encore une fois d'énergie. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Qu'est-ce que c'est que le nucléaire? Le nucléaire, c'est une manipulation de la masse. On arrive à transformer une faible partie de la masse en énergie, avec le E égale epsilon d'Einstein. Là, c'est pas la faible partie, c'est la totalité. Donc la totalité, c'est-à-dire que c'est 10 000 fois plus efficace. Donc si vous arrivez à inverser une masse et que vous la transformez en antimatière, c'est une bombe à côté desquelles les bombes thermonucléaires ressemblent à des allumettes, quoi. Mais à côté de ça, c'est une source d'énergie. Avec l'énergie, on résout tous les problèmes sur Terre. Alors tout à fait. Si jamais, comme on dit toujours, si la science tombe entre les bonnes mains ou entre les mauvaises mains, eh bien, on a les deux face d'un couteau, on va dire. Donc là, espérons que justement cette technologie, elle soit utilisée au grand public pour créer une source infinie d'énergie. Alors pourquoi les scientifiques, d'après vous, n'ont-ils pas envie justement que ça émerge, puisque les politiques devraient pousser à ça? On dit qu'on ne doit plus utiliser les énergies fossiles, on doit utiliser des énergies renouvelables. Donc là, on n'est même plus en train de parler d'énergie renouvelable, mais c'est une énergie quasi permanente. D'après vous, pourquoi on ne veut pas faire avancer cette science? Vous savez, il y a une chose, par exemple, quand vous prenez l'exemple de la MHD, comment est-ce que les gens réagissaient il y a 40 ans? Comment le CNRS a réagi il y a 40 ans par rapport au projet de recherche de Jean-Pierre Petit? Il avait quand même montré ses preuves en annihilant la stabilité de Velikov, en faisant des trucs absolument spectaculaires. Bon, eh bien, il y a une lettre dans mon dossier CNRS où il dit mais ce type est tout à fait dans un état mental normal mental condition. Je ne vois rien d'étrange. Autrement dit, un type peut faire disparaître des ondes de choc. On écrit est-ce que vous pensez qu'il n'a pas un grain? Sans blague, hein. Bon, actuellement, quelqu'un qui dit je vais sortir de l'énergie avec l'inversion de masse, on se dit il est fou. C'est tout. Avoir 40 ans d'avance, c'est un truc qui vous emmène dans le domaine de la folie. Parfois, il suffit juste d'avoir un petit train d'avance pour que les gens se posent des questions. Donc, j'imagine quand on a 40 ans d'avance. Alors, avoir 40 ans d'avance, c'est quand même important pour donner une position stratégique, que ce soit dans le monde de l'entreprise. Ça permet justement d'engranger des profits pour le monde d'un État. Ça permet justement d'asseoir une certaine autorité et une certaine indépendance vis-à-vis des autres. Et c'est ce que nous avons vu en France. Donc, en fait, essayer de vous écouter ici, ça permettrait de restaurer ce progrès, de restaurer cette position scientifique. Malheureusement, comme vous le dites, il y a derrière quelques freins humains, quelques barrières de censure. Vous nous présentez quelques exemples. Alors, quand même, vous allez à l'encontre, vous allez à contresens de tout ce que nous disent l'Académie des sciences et tout ça. Donc, comment pour vous restaurer cet univers-là? Un univers où on fait de la vraie science, on va dire, pas de l'anti-science. Je ne demande qu'à être critiqué, surtout en public. Je voudrais parler à l'Académie des sciences. Vous savez que comme le saint qui ouvre sa poitrine pour recevoir les flèches, allez-y, descendez-moi, je ne demande que ça. Comme ça, je pourrais exposer les choses. Ce qui est effarant, c'est l'absence de dialogue. Ça choque tout le monde, vous savez. Les Français commencent à être choqués. Ce monsieur est exceptionnel. J'adore son discours. Ah oui, Jean-Pierre Petit, c'est vraiment une grande figure. La chose dont il parle, c'est tout simplement l'antimatière. Et c'est l'antimatière, c'est la source ultime de l'énergie. C'est quelque chose d'absolument fabuleux, mais le problème jusqu'à maintenant, c'est qu'officiellement, pour produire de l'antimatière, ça coûte beaucoup plus d'énergie
dépensé au départ pour la fabriquer. Par contre, je pense que dans ces théories, il doit y avoir des solutions qui sont peut-être différentes et qui permettent peut-être d'arriver à ça d'une autre manière. Oui, et puis on peut quand même le saluer ses travaux, notamment en MHD, comme il a cité lui-même, c'est la magnéto-hydrodynamique, une technique ou une technologie qu'il a mise au point et qui permet d'obtenir des vélocités de projectiles dans l'air et dans l'eau qui sont hors de proportion et qui sont directement liées au succès militaire des Russes à l'heure actuelle, puisque ce sont les Russes qui ont repris pour grande partie ces travaux dans les années 70. Parce que dans les années 70, il n'a pas eu la possibilité de continuer sur ces recherches de MHD dont il était le fondateur. Hein, voilà. Donc voilà, donc on est sur une logique française. Oui. Oui, et pendant ce temps-là, Macron cède Astrid, donc la prolongation de Superphénix, à Bill Gates, alors que ça aurait pu donner à la France 2000 ans d'énergie pratiquement gratuite. Voilà ce que font nos oligarques qui prétendent nous gouverner. Bon, eh bien, je crois que le moment est venu d'annoncer le sujet de ce soir. Que ferions-nous d'une nouvelle souveraineté ? Alors, avant qu'on envoie le sujet, si vous me permettez, je vais juste l'introduire. Vouloir être souverain, c'est évidemment un vœu de chacun d'entre nous. Mais quand on a cette liberté, est-ce que l'oxygène n'est pas trop pur à certaines hauteurs, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne risque pas d'être étourdi et de faire des choses qui ne soient pas forcément toujours dans nos intérêts? Et qui a fait ça? On va parler de la Grèce antique rapidement. Effectivement, la démocratie, le peuple s'est assumé entre 462 avant Jésus-Christ et 322. C'est arrivé. Donc ça marche. Nous-mêmes, très modestement, lors des commissions que nous avons établies il y a déjà maintenant 2 ans, on avait subodoré que ça avait une bonne tête, quoi. Des gens qui n'étaient pas forcément a priori au début du débat justement en situation de tomber d'accord, on finit par le faire et on a sorti des choses extrêmement intelligentes, notamment en sciences, notamment en économie, en finance, etc. En étant simplement un comité de 300 personnes, hein, pas plus. Donc déjà, c'est un bon retour. Et puis, qu'est-ce qu'on constate autour de nous aujourd'hui? On a parlé à l'instant tout à l'heure, Bruno, de la Catalogne. J'y vais y arriver, la Catalogne, qui effectivement a des velléités d'indépendance depuis longtemps. Comme dans certaines régions de France, il y a des velléités d'indépendance. Alors, dans une à laquelle je pense directement, c'est ceux qu'on appelle les Savoisiens, hein, qui cherchent à obtenir l'indépendance de la Savoie et Haute-Savoie et du comté de Nice, tout simplement pour se mettre les uns et les autres en accord avec le droit international et le droit français. Parce que là, en l'occurrence, dans cette affaire-là, c'est pas tellement une volonté de devenir indépendant qui est en cause, c'est simplement la volonté de mettre de mettre en exergue ce droit qu'ont les habitants de Savoie et Haute-Savoie d'être indépendants, puisque la loi les y autorise, la loi, y compris la loi française. Alors, je vais passer sur les détails, sur les raisons de cette autorisation, mais elle est très spécifique à la Savoie. Elle n'est pas réplicable sur d'autres régions de France, je tiens à le dire tout de suite, en tout cas dans la partie juridique. Donc voilà, donc ça fait de la Savoie, du cas de la Savoie, de la Haute-Savoie, un cas particulier. Et un certain nombre de personnes se posent la question, on veut récupérer, pour échapper, par exemple, si j'ai envie d'échapper je déclare que je suis pas en France, que je suis en Savoie et que je suis souverain. J'ai pas envie, donc je le fais pas. Ok. Mais à partir du moment où on se lance dans ce genre d'initiative, il faut quand même prévoir un peu l'après. C'est-à-dire que si jamais, je leur souhaite le succès dans leur recherche, dans leur démarche juridique, sur laquelle ils attendent des réponses encore aujourd'hui, à l'heure où on se parle, bien qu'ils aient déclaré leur indépendance à la fin du mois d'octobre dernier, ils attendent encore pour certains d'entre eux des réponses juridiques venant de l'État français, bien évidemment. Eh bien, il faut qu'ils sachent se déterminer ce qu'ils vont faire après. Tout à l'heure, Bruno parlait de la Catalogne avec la fuite des banques et des sièges des banques. Que va-t-il se passer si demain, la Savoie et l'Haute-Savoie sont indépendants? Alors, y ont-ils pensé un peu beaucoup passionnément à la folie ou pas du tout? C'est la question ouverte. En tout cas, nous, on est là pour leur donner des avis, pas des conseils, des avis sur la question, puisque effectivement, rendre à un peuple sa souveraineté, c'est quelque chose qui n'est pas neutre. Il faut savoir comment envisager la suite pour l'après. Voilà ce que je voulais dire, et je vais passer la main à Christiane. Voilà. Oui, et puis il faut savoir que la Banque de Savoie, qui avait beaucoup d'or, a été dépouillée aussi. Hein. Bon, ça c'est un petit détail à l'époque.
Moi, je voulais juste peut-être demander qu'on parle un peu de la définition de souveraineté, parce que dans l'esprit du public, souveraineté est un mot qui est souvent mal interprété. C'est-à-dire, quand on parle de souveraineté, on parle de pouvoir suprême, on parle euh, on parle de souverainistes qui sont pas forcément, qui sont des gens qui sont assez extrémistes. On pense à un côté extrême. Alors qu'en fait, la souveraineté d'un peuple, la souveraineté d'un individu, c'est la possibilité de prendre les décisions eux-mêmes, la possibilité d'être indépendant, de pouvoir décider de sa propre vie. Et c'est dans ce sens-là qu'on emploie souveraineté. On l'emploie pas dans le sens extrémiste. C'est vrai, Christiane, ce que tu dis, d'autant plus que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est précisé clairement. Et donc, nous, au Conseil national de transition français Canal Historique, contrairement à un certain nombre de gens, et même contrairement à certains partis politiques qui disent il faut tout casser, il faut tout changer, il faut tout détruire, mais pour reconstruire quoi? Souvent, on s'aperçoit que derrière, eh bien, une fois qu'ils ont tout cassé, on ne sait pas ce qui va se passer, parce qu'ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de programme, et ils n'ont pas notamment le programme nécessaire pour établir une véritable souveraineté, une véritable indépendance qui permettent au peuple d'être réellement indépendant. Parce qu'il ne suffit pas d'obtenir une souveraineté, une indépendance, si on n'a pas les moyens de la rendre réelle et de la mettre en pratique. Et là, je voudrais en profiter pour vous montrer un document qui est le document que nous avons fait au Conseil national de transition français Canal Historique, qui est donc la présentation publique, où on détaille dedans la plupart de toutes les notions qui sont mises en place au niveau de la transition qui est en train d'être préparée. Donc une gestion en commission, une gestion basée sur 3 niveaux de décision dans la nation, etc. Ce document, vous pouvez le trouver sur conseilnational.fr, et c'est un document de 12 pages qui résume totalement plus de 10 ans de travail, et notamment les travaux les plus importants, comme tu l'as dit Philippe, des commissions qui se sont passées depuis 2021 et qui sont justement des travaux qui ont été faits pour prévoir une structure solide et sérieuse pour la France, inspirée un petit peu ou rejoignant un petit peu ce qui s'est passé effectivement dans la Grèce antique, mais réactualisée. Et puis surtout aussi un programme pour redonner au pays sa souveraineté, son indépendance et puis sa prospérité. Récupérer les industries, récupérer une indépendance financière, ne pas se retrouver comme dans le cas de la Catalogne avec toutes les banques qui vont foutre le camp le jour où la transition arrive. Donc il faudra une banque indépendante, une banque de France indépendante qu'on appellera un institut monétaire du peuple par exemple. Et il faudra une nouvelle monnaie, etc., etc. Et pour ça, je vous renvoie tous sur le site conseilnational.fr, sur ce document, présentation publique, que vous pouvez non seulement lire, mais aussi imprimer, diffuser et faire partager au plus grand nombre, parce que c'est un document qui est destiné à tout le peuple français. Voilà ce que je voulais rajouter à ce que vous venez de dire. Merci Bruno. Moi, je voudrais donner une petite information à nos auditeurs sur YouTube. Si vous vous apercevez pendant l'émission que 1 ou 2 mots ont été coupés, c'est tout à fait normal. Nous sommes soumis actuellement à, tout simplement de la censure, et pour éviter de ne plus être présents, nous sommes obligés de ne pas prononcer certains mots ou alors de les couper. Effectivement, wow. Sylvain, et je pourrais rajouter que le document dont je viens de parler, présentation publique, est un document qui montre effectivement le projet complet du Conseil national de transition français Canal Historique, qui est un projet absolument non violent, pacifique et basé uniquement sur le droit et la justice. Et c'est très important de le dire et de le répéter. On n'est pas là pour faire un coup d'État ou pour appeler les gens à l'insurrection. Non, on n'est pas là pour ça, tu as tout à fait raison, on en est bien incapable. Par contre, notre devoir d'êtres humains, c'est de faire, en tout cas c'est ce qu'on s'est dit nous-mêmes, c'est de préparer quelque chose pour que le jour où, n'est-ce pas, il y a un outil. Alors dans cet outil, on trouve plein de choses. Tu as dit tout à l'heure que la Catalogne ne voulait rester dans l'Europe. Nous non, on n'est pas dans l'Europe et on n'y est pas, de fait, puisque au moment où ça a été voté, tout était illégal en 2008. Donc on n'est pas dans l'Europe. Et on ne souhaite pas y être. C'est-à-dire que l'entité qui est visée, c'est pas l'Europe, c'est pas une partie de la France, c'est la France
telle qu'il existe aujourd'hui avec les dom-toms et la métropole. Et la Corse, évidemment, et qu'on embrasse tout le monde, hein, évidemment. On connaît des gens un peu partout dans ces endroits-là. Et qui sont très à l'écoute de ce que nous avons à leur dire aussi, puisqu'ils veulent savoir si, en étant néo-calédonien ou en étant, voilà. Je peux vous dire, par exemple, que la région de Tahiti, donc cette région-là, ils cherchent également à faire un petit peu comme les Savoisiens. Ils ont cette propension parce qu'ils ont les mêmes lois, ils ont le même cas de figure en quelque sorte. Hein. Donc on verra bien si un jour ou l'autre leur demande d'indépendance mènera quelque part et si une fois indépendants ils arrivent à obtenir ce qu'ils veulent. Voilà. Et on leur souhaite évidemment. Mais si c'est pas le cas, eh bien, ils auront la possibilité de se tourner vers la logique du CNTLCH et de chercher les moyens pour y arriver tout seul grâce aux outils que nous proposons aujourd'hui. Alors, je disais donc que nous ne sommes pas rattachés à l'Europe. Je disais également, je voudrais simplement rappeler quand même, je suis pas sûr qu'on l'ait dit tout à l'heure, que dans la nouvelle politicienne, si je puis dire, il n'y a plus de représentation. Nous n'avons plus de représentants politiques, c'est fini. Et ce sont désormais les citoyens, les individus, qui sont à condition d'être volontaires pour cela, qui sont tirés au sort lorsqu'il y a des décisions à prendre, que ce soit au niveau local, régional, national. Donc tout ça est très très important et c'est bon d'être rappelé. Il y a également le revenu de base, le RVB, le revenu la vitale de base que nous garantissons à tous les citoyens au-delà de 16 ans, quel que soit leur lien de famille avec qui que ce soit. Chaque être humain ayant dépassé les 16 ans, il y aura droit. Donc ça donne quand même une assurance financière intéressante pour savoir ce qu'on veut faire de sa vie. Et on n'est pas du tout convaincu, mais même pas convaincu du tout. On pense le contraire que les personnes qui disposent justement d'une facilité pour avancer dans la vie, eh bien vont l'utiliser pour une créativité plutôt que de se dire je touche de l'argent tous les mois, je vais aller à la plage. Hein. Alors ça peut être un bon réflexe au début d'aller à la plage, mais après je peux vous assurer que grâce à cette manne et grâce au système politique dans lequel nous entrons, sans représentation politique, eh bien les personnes se motivent. Et c'est comme ça que c'est ce type de constat qu'on fait en lisant ce qu'il y a à lire sur la période du 5e siècle avant Jésus-Christ en Grèce antique. On a tous les témoignages de ça. Donc voilà. Et d'ailleurs, Philippe, ce que nous disons, ce n'est pas utopique parce qu'il suffit de remonter aux années 60, on parle des 30 Glorieuses, c'est une époque où la France était souveraine et indépendante, et grâce à qui ? Grâce à De Gaulle. Et beaucoup de politiciens se réclament de Gaulle, mais ils font exactement l'inverse de ce que lui faisait. Alors, quand on parle du RVB, revenu vital de base, je peux vous dire que pour un artiste, c'est vraiment l'idéal. Évidemment, hein, on va pas rester au lit toute la journée, c'est-à-dire que le RVB va nous permettre de vivre et on va pouvoir travailler, on va pouvoir œuvrer à nos compositions, etc. Et complètement, ce serait vraiment que du bonheur. Vive le RVB. Absolument. Alors le mur de l'argent, on en a souvent parlé. Bien sûr, ce qu'on nous oppose régulièrement, c'est que vous êtes des rêveurs. Où est-ce que vous allez trouver l'argent ? Mais l'argent, c'est très simple. Monsieur Macron, il va le trouver quand il n'y en a plus. C'est un magicien. Il est très bien. Nous, on n'est pas magicien, mais on va annuler un certain nombre de dettes et puis on va récupérer beaucoup d'argent du fait qu'on va faire disparaître un certain nombre d'administrations qui n'ont plus lieu d'être, qui n'auront plus lieu d'être compte tenu de la nouvelle organisation. Et on va pas mettre les gens au chômage. On va les réinsérer dans le circuit économique, justement pour qu'ils puissent faire travailler leur créativité. Moi, je suis désolé, quand j'ai affaire à des fonctionnaires au téléphone, je pourrais me fâcher avec eux parce que j'ai plein de raisons de me fâcher avec des fonctionnaires comme vous tous sûrement. Et je tombe régulièrement sur des gens particulièrement compétents, calmes, qui ont visiblement appris leur métier pour parler au téléphone. Et c'est pas c'est pas une foire d'empoigne. On arrive à discuter avec tout le monde. Hein, voilà. Donc opposer la fonction publique avec le régime du privé aujourd'hui, c'est une dualité qui devient insupportable. D'abord parce que aujourd'hui les fonctionnaires, même du bas niveau, bas niveau financier, hein, sont plus riches que certains qui ont fait des études supérieures et qui ont décidé de suivre les traces dans le privé, enfin de suivre des carrières dans le privé. Aujourd'hui, la situation est comme ça. Dans le privé, pour y revenir, il y a quelques privilégiés, macroniens, macronistes, on les appelle comme on veut, mais ils ont probablement voté Macron et on leur pardonnera. Hein, et ils ont le droit de voter Macron.
eh bien, ceux-là, oui, ils gagnent beaucoup d'argent, mais plein d'autres, de plus en plus d'autres, n'en gagnent plus. C'est-à-dire que le système se grippe, le système ne fonctionne plus. Et il est question en plus de faire toujours peser avec les nouvelles lois les petites gens que nous sommes, plus de sécurité, donc plus de contrôle, moins d'argent parce qu'il y en a plus, augmentation du prix de l'essence, du gaz, etc., des matières premières, n'en parlons pas. Voilà. Donc on est dans des régulations qui ne se font plus. Donc pour trouver de l'argent, bah oui, on va en trouver. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va libérer les brevets. Voilà, tout à l'heure, on évoquait la technique développée par Monsieur Jean-Pierre Petit, hein, qui était interviewé par cette autre personne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Jean-Pierre Petit, je dirais pas qu'il y en a à tous les coins de rue parce que c'est faux. Mais il suffit qu'il y ait en France 2 ou 3 personnes comme lui pour faire avancer non pas le schmilblick, mais la charrue complète de la nouvelle science, celle qui se libère, celle qui libère les êtres humains et non pas celle qui les contraint ou qui leur jette des pierres parce qu'ils sont pas dans la doxa et qu'ils n'ont pas cherché au bon endroit, quoi. Celui en l'occurrence, on leur avait dit de chercher. Voilà. Alors justement, Philippe, là tu vas tout à fait dans le sens de ce que c'est que l'indépendance et la souveraineté. C'est surtout déjà au départ prévoir ce qu'il faut faire pour obtenir l'autosuffisance au maximum. C'est-à-dire dépendre le moins possible de l'étranger. Ça ne veut pas dire qu'on interdit tous les mouvements et tous les échanges avec l'étranger, mais on met un certain nombre de barrières et d'un côté, mais de l'autre côté, on fait tout pour qu'on puisse fonctionner en circuit fermé en interne. C'est-à-dire que les Français puissent, par exemple, racheter leurs propres dettes, que les Français puissent investir dans leurs propres entreprises et pas des entreprises étrangères, et que des étrangers, quand ils veulent investir en France, eh bien, ils soient soumis à un certain nombre de règles qui font qu'ils ne viennent pas, je dirais, empiéter sur les entreprises locales et créer de la concurrence déloyale. Donc à partir de là, on peut avoir à l'intérieur du pays un fonctionnement totalement libéral, mais avec une protection vis-à-vis de l'extérieur. Et à partir de là, plus on tend vers l'autosuffisance, plus on arrive à un pays qui atteint une forme de prospérité qu'on n'a jusqu'à maintenant jamais vraiment connue. Oui, il s'agit d'inverser une tendance en l'occurrence, puisqu'on a été, sinon autosuffisant, en tout cas avec une industrie suffisamment importante pour être la 4e mondiale ou la 3e mondiale selon les temps. Aujourd'hui, on est au 25e rang, je ne sais plus, des nations, parce que nous nous sommes fait piller et nous nous sommes fait détourner, nous nous sommes fait voler, et nous avons des dirigeants qui se sont rendus complices de tout ça. Tout simplement. Hein. Donc, aller vendre Alstom à l'étranger, c'est piller le bien public, le bien national, avec tous les brevets qu'il y a derrière et toutes les possibilités techniques que nous avons envoyées, à l'étranger. Pareil pour Astrid que tu citais tout à l'heure, qui était un projet à partir des centrales nucléaires françaises qui avait été mis au point par nos ingénieurs et qui est parti directement dans le bec de Monsieur Bill Gates, qui est en train de construire tout ce que nos ingénieurs français ont prévu, qu'il serait possible de faire en France et qui a été vendu aux Américains. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc des tableaux comme ça, il y en a un certain nombre. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que la France, elle dispose d'un potentiel énorme en créativité. Il y a encore les écoles d'ingénieurs, il y a une grande diversité dans ce pays qui est notre force, que ce soit une diversité géographique, que ce soit une diversité des états d'esprit. On n'est pas tous fait pareil, et ça c'est très bien. On vit de nos complémentarités. Ça c'est la meilleure des richesses. Plutôt que de rester dans l'opposition et la dualité, allons vers la complémentarité. C'est quelque chose qui est plein d'avenir pour nous, hein, pour nous Français et pour les autres aussi, mais en particulier pour les Français. En 1930-35, la France a su résister, je dirais, aux effets secondaires de la crise de 1929 aux États-Unis parce que ce pays était capable de se nourrir tout seul en autosuffisance et en particulier en autosuffisance alimentaire. Or, nous avons la capacité aujourd'hui d'être en autosuffisance sur beaucoup plus de plans que le plan alimentaire, à condition qu'on rapatrie nos comment dirais-je, nos agriculteurs qui sont partis à l'étranger parce qu'ils gagnaient plus leur vie en France, etc., etc. Donc il faut faire revenir les compétences dans le pays, faire en sorte pour ça de ne pas surtaxer les entreprises, mais de se limiter à 15% d'impôts comme on l'a prévu. Et à partir de là, tout fonctionnera bien. Vous voyez ce qui s'est passé en Irlande. On a vu l'exemple de l'Irlande qui est à 12,5% sur les impôts des entreprises, hein, et tout est revenu assez rapidement au bout d'un certain temps. Donc voilà, les projets ne manquent pas. Oui, Bruno. Et puis, une dernière chose. Oui, je dirais juste avant Bruno, je dirais ce qui est important aussi, c'est de revoir les normes européennes qui ont affaibli
Oui. On n'est plus dans l'Europe. On n'est pas dans l'Europe. Oui, non, mais justement, je dis que les gens mettent en pratique des normes européennes, les agriculteurs notamment, leur ont fait faire beaucoup de frais et qu'ils les mettent sur le carreau, quoi, hein, on va dire ça comme ça. Ça rejoint ce que j'allais dire, c'est-à-dire Oui. que ce document-là, cette présentation publique, c'est un document de 2023. Nous, au Conseil national de transition français Canal historique, on a mis en place une structure, et cette structure, elle est évolutive. Les noms qui sont cités dedans, la façon d'organiser pourra peut-être changer en fonction des événements. C'est un document qui date de maintenant, de 2023. Peut-être que l'année prochaine, il y en aura un autre un peu différent. Mais on essaye, nous, de nous adapter au monde actuel. Et si effectivement, comme tu l'as dit, Philippe, d'un seul coup, un brevet sort qui nous permet d'avoir une énergie gratuite et libre, c'est vrai que ça changera tout, même au niveau du programme économique que nous proposons. Donc, on est dans quelque chose d'évolutif. Oui. Absolument. Ça demande à chaque être humain d'être responsable, d'être souverain pour créer un État souverain, enfin, un peuple souverain. Responsable. Avant de se séparer, parce que je crois que l'heure arrive, est-ce que je pourrais lancer, une fois n'est pas coutume, le sujet de vendredi prochain, Oui. qui sera traité par Yota Angelaki, qui sera avec nous et qui nous parlera de qu'est-ce que c'est que des oligarques. C'est Voilà. intéressant. Voilà, il y a souvent des choses, des malentendus autour de ce mot-là, donc il va falloir le définir, que ce soit il y a 2000 ans ou aujourd'hui, et dans l'espace et dans le temps. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué sur la dernière mission avec Yota, elle a donné son adresse mail, donc au montage évidemment, je l'ai fait apparaître de façon à ce que ce soit diffusé le plus possible. Eh ben, bravo. Suite à la dernière émission où on a eu l'occasion de donner effectivement l'adresse mail ou réclamer le livre, donc on va le répéter ce soir, eh bien, elle a eu déjà des contacts des personnes qui l'ont appelé, qui lui ont écrit, pardon, sur son mail pour obtenir ce livre. Donc ça, c'est très bien, c'est très bien parti. Donc, Zenia Fotiadis, ZENIA FOTIADIS, @gmail.com. gmail.com, ça, à la fin Je rappelle le titre du livre, La démocratie assassinée, défi Altis. Super. Je n'aime pas les anglicismes, mais quand on comprend le programme du Conseil national de transition, il y en a un qui s'impose. Oui, we will make France great again, si vous voyez ce que je veux dire. Nous allons rendre la France belle à nouveau. Merci Bruno, merci Philippe, merci Christiane, merci à vous également de nous avoir accordé cette petite demi-heure. On se retrouve juste avant le week-end. Et un salut à Donald Trump. Oui, en même temps, pourquoi pas. Excellente soirée. Excellente soirée.